Je m'appelle Sophie Bobet, je suis anthropologue. Je travaille au centre Edgar Morin, qui est un centre CNRS EHESS. Il y a à peu près 25 ans maintenant, je travaillais sur des fêtes de carnaval dans lesquelles il y avait un personnage qui m'intéressait beaucoup, qui était un ours, et notamment une fête de l'ours. Ça se passait dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière franco-espagnole, en Catalogne. Et il se trouve que j'avais engagé un travail sur ce personnage assez singulier, cet ours, dont les villageois se saisissaient toute une journée pour se déguiser en ours et mimer le retour du printemps. Donc c'était plutôt une recherche de type folkloriste, on va dire. Et donc c'est un travail qui, petit à petit, m'a amené à me demander, mais pourquoi cet animal ? Pourquoi un ours ? Pourquoi pas une marmotte ou autre chose ? Pour effectivement mettre en scène le retour du printemps, on va dire les forces vives de la nature. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un collègue que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean-Dominique Lajoux. Et Jean-Dominique Lajoux travaillait avec Claude Gueignebet. Et tous les deux parcouraient la France entière pour filmer des fêtes folkloriques qui étaient, pour certaines, en voie de disparition, pour d'autres encore assez vivaces. Et en fait, je leur ai dit que donc je m'intéressais non seulement à la fête de l'ours, mais aussi à l'ours, et que je voulais essayer d'en découvrir d'autres. Et il se trouve qu'à l'époque, en Catalogne, il n'y en avait plus que 3. Donc j'ai été amenée à faire une analyse comparative de ces 3 fêtes de l'ours de façon très classique, comme on fait en ethnologie de la France, comme on faisait il y a 25 ans. Et petit à petit, j'ai découvert d'autres fêtes de l'ours en Espagne, en Aragon, en Navarre. Et il se trouve qu'à cette époque-là, c'était une époque où on travaillait beaucoup sur la chasse, c'était très à la mode. Donc il y avait eu un colloque à Saint-Jean-du-Gard, il y avait énormément de publications sur la chasse. Et moi, je travaillais avec Valentin Pelosse, qui était un sociologue, qui travaillait en sociologie rurale. Et Valentin connaissait bien mes travaux, suivait un peu ce que je faisais. Et Valentin m'a dit, mais écoute, je pense que ça pourrait intéresser le ministère de l'Environnement d'avoir une étude, ils m'en ont parlé, voilà, ils s'intéressent un peu à la question des ours. Donc j'ai rencontré le directeur de cabinet du ministre de l'époque qui m'a dit, ben voilà, on aimerait bien avoir une étude plutôt anthropologique sur la façon dont nos pays voisins gèrent la cohabitation avec les grands prédateurs. Donc pas simplement l'ours, mais aussi le loup, le lynx, bon, voilà, on va dire les grands mammifères. Et sachant que moi, je travaillais pas mal en Espagne, donc il m'a dit, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on initie ce travail qui devra ensuite se poursuivre, peut-être au Portugal, en tout cas en Italie et en Suisse, mais qu'on débute par l'Espagne. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée, non plus à travailler sur une représentation d'ours dans un contexte carnavalesque, donc plutôt de fête de tradition populaire, mais sur ce qu'il en est de la cohabitation des populations de montagne avec des grands prédateurs. Voilà. Et donc je suis partie pour un terrain qui a duré 6 mois en fait, dans la cordillère cantabrique. Je ne savais absolument pas où c'était, j'ignorais à peu près tout de la cordillère cantabrique. Et surtout, on m'a dit, oui, mais ce n'est pas le tout d'aller là-bas, il faut surtout que vous passiez par Madrid pour vous assurer l'autorisation d'aller faire du terrain. Moi, je pensais que ce n'était pas nécessaire, mais ça marchait comme ça. Donc je suis allée à Madrid, et puis j'ai retraversé toute l'Espagne pour aller en cordillère cantabrique, où je me suis retrouvée dans une zone de montagne absolument magnifique, à travailler dans des villages avec des gens qui avaient de petits troupeaux, donc c'était vraiment un système d'exploitation agropastoral quand même assez traditionnel, des petits troupeaux, souvent un mélange de bovins, d'équins, de caprins, une dizaine de bêtes, et qui vivaient donc dans plutôt de la haute montagne, dans un contexte où il y avait, suivant les zones de la cordillère cantabrique, une zone où il n'y avait que des ours, une zone où il n'y avait que des loups, et une zone où il y avait des ours et des loups. Et donc j'ai proposé au ministère de l'Environnement de faire une comparaison
dans les modes de gestion de la présence de ces animaux en comparant ces 3 zones pour voir en quoi la présence d'un seul des prédateurs, modifiée ou pas, la façon de garder le troupeau, la façon de se représenter ce prédateur, et comment dans cette zone qui dépendait en fait d'autonomie, on va dire de régions différentes, donc de politiques différentes, y compris de politiques de l'indemnisation différentes. Donc comment chacune de ces autonomies, chacune de ces régions gérait la question de la cohabitation avec ces prédateurs. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, alors évidemment, je pourrais me dire aujourd'hui, parce que c'était quand même une question que je me posais à l'époque, où j'avais pas un intérêt particulier pour l'ours, franchement. Bon, le loup, pas plus. Mais en revanche, ce qui m'intéressait, je pense que ma question de fond, ce qui était vraiment le fil blanc de toute cette recherche, et d'ailleurs qui a perduré par la suite, c'était de comprendre comment des représentations traditionnelles qu'on trouve dans des corpus comme de la littérature orale, comme des contes, des dictons, des mythes, comment ces représentations-là se reproposaient à nous, non plus dans un corpus, on va dire, de savoir populaire, mais se reproposaient à nous dans et à travers le discours des populations locales, y compris de l'administration. Et ça, pour moi, c'était quand même très singulier. Ça revenait presque à travailler sur le rapport entre savoir positiviste et connaissance empirique, et comment l'un se nourrit de l'autre. Autrement dit, comment se fait-il que dans le discours de l'administration, on puisse retrouver des éléments d'un savoir populaire qu'a priori on sait n'étant pas forcément avéré scientifiquement, mais comment se fait-il que se reproposent des items de ce savoir empirique dans le traitement de la connaissance scientifique? Et je pense que pour moi, ça a été vraiment une question qui a vraiment traversé toute ma recherche, qui reviendrait, on pourrait dire aujourd'hui, par exemple, si on voulait faire une comparaison, à comprendre comment peuvent se maintenir à la fois des croyances populaires du type superstition avec un savoir scientifique où on sait que voilà, la superstition en question, le savoir populaire, n'a pas de validation par la science. Je sais pas, le chiffre 13, le fait qu'il n'y ait quand même pas de chambre numéro 13 dans les hôtels, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai retrouvé ensuite traité par un peu les psychanalystes, un peu les premiers anthropologues qui ont fait du terrain, on va dire à l'époque de Freud par exemple, qui s'intéressaient justement à la question de la croyance. Comment la croyance se tricote avec le savoir. Voilà. Comment ces 2 registres cohabitent, ou pas. Ou en tout cas, comment ils s'entrelacent, comment ils s'interpénètrent. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans ce travail en Espagne était justement de mettre à jour des restes, des avatars de ces savoirs populaires dans un traitement de données par l'administration, par les scientifiques, y compris par les chasseurs d'ailleurs. Ce qui m'a amené en fait à revisiter un certain nombre de corpus, que ce soit du corpus de littérature orale, mais aussi le corpus synégétique à travers des traités de chasse, ou bien les grandes encyclopédies de Diderot et d'Alembert. Donc voilà, revoir comment ces savoirs étaient finalement perpétrés, ou plutôt perpétués dans un contexte dans lequel on ne s'attendait pas forcément à les trouver. Et c'était une des questions qu'Octave Manoni posait à l'époque, lorsqu'il travaillait sur la croyance, et il avait travaillé autour de cette question dans un très bel article qu'il avait intitulé « Je sais bien, mais quand même ». Et c'est vrai qu'en fait, son approche m'a été très utile, parce que je me suis rendu compte que la question n'était pas d'éliminer une connaissance empirique, traditionnelle, par un savoir, on va dire, positiviste, mais plutôt d'essayer de comprendre justement comment je sais bien que le loup ne mange pas les enfants, mais quand même.
Et après le mais quand même, il y a quand même 3 petits points. Et ces 3 petits points m'intéressent aussi. Voilà. Donc, finalement, l'ours, oui, pourquoi pas, parce que c'est un animal très emblématique qu'on retrouve très largement dans beaucoup de corpus. C'est la même chose pour le loup. Mais ce n'étaient pas ces animaux-là en tant que tels, c'était plutôt des exemples dont se saisit l'être humain pour penser son rapport à la nature et qui, moi, m'intéressent parce que je pouvais à la fois m'en servir pour traiter de, on va dire, savoir empirique ou en tout cas de superstition, avec plein de guillemets, et d'un savoir scientifique, notamment les premiers naturalistes, et puis petit à petit ensuite, pourquoi pas même toutes les revues de militants écologistes qui se sont aussi servis de cela. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Donc en fait, pendant ces mois de terrain, j'avais décidé d'organiser mon terrain en 3 parties. Dans cette cordillère cantabrique qui est quand même qui est longue, hein, c'est des centaines de kilomètres, j'avais décidé de commencer d'abord en Cantabrie, qui est une des autonomies espagnoles, parce que dans cette autonomie, il n'y a que des ours, uniquement des ours dans cette autonomie, autour de Santander, dans les montagnes. Dans l'autonomie d'à côté, qui est celle d'Asturie, en fait, il y a à la fois la présence d'ours, mais aussi la présence de loups. Et dans l'autonomie d'à côté, la 3e, en Castille-et-Léon, il n'y a que des loups. Et je m'étais dit qu'il aurait été intéressant de pouvoir comparer le discours des gens par rapport à ces prédateurs et par rapport aussi à leur mode de garde, à la façon dont ils géraient leurs troupeaux, d'essayer de voir en quoi la présence de ces différentes espèces, quand elles étaient toutes les deux ensemble ou quand il n'y en avait qu'une, en quoi ça modifiait et leur représentation et leur pratique. Et je pourrais dire aussi, et les politiques de l'administration mises en place pour les indemnisations. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai proposé à mi-parcours au ministère de l'Environnement, en disant, bon ben voilà, moi je pense que là, il y a quelque chose à creuser. Et donc, je m'étais rendu compte, en fait, que dans l'autonomie centrale, celle d'Asturie, où il y avait à la fois des ours et des loups, ce qui était intéressant, c'est que les gens ne parlaient jamais des prédateurs en général, rarement ils nommaient le loup. En revanche, il se servait toujours de lui comme faire valoir de l'ours, en disant, vous comprenez, voilà, les dégâts causés par les loups, c'est une catastrophe, ce sont des massacres, ils tuent beaucoup plus qu'ils ne mangent, un certain nombre comme ça d'éléments. Mais pour dire, finalement, l'ours ne fait pas comme ça. L'ours, lui, il a faim, il en tue une, proprement, il ne fait pas couler le sang, il va mettre le reste à couvert, il en mange une partie, mais le reste à couvert, on sait qu'il reviendra, la viande, une fois qu'elle sera bien faisandée, il reviendra consommer le reste. Donc il y avait cette idée d'un comportement de ces 2 espèces qui était radicalement différent. Et je trouvais que c'était intéressant de voir justement comment finalement on se retrouvait presque dans une pensée structurale lévi-straussienne pour évoquer ces 2 animaux dont les comportements, effectivement, sont différents. Certes, ils n'ont pas le même mode de vie, sur un plan éthologique, on le sait, mais surtout que ça transparaisse, y compris dans le récit narratif des dégâts. Voilà. Et puis, je m'étais demandé qu'est-ce que l'administration, elle, faisait comme distinction, ou pas, dans le traitement de ces dégâts causés par ces animaux. Et je m'étais rendu compte que dans ces différentes autonomies, effectivement, les dégâts causés par l'ours étaient bien mieux remboursés que les dégâts causés par les loups. Et là, je dois dire que je n'arrivais pas bien à saisir la raison pour laquelle il y avait cette nuance, parce que de mon point de vue, je me disais, bah voilà, si on a perdu un veau, qu'il ait été tué par un ours, un loup ou un chien ou je ne sais quoi, bon voilà, c'était quand même le veau qui était perdu. Donc j'ai tenté à ce moment-là de faire un travail similaire avec l'administration, d'essayer de comprendre comment ils justifiaient un traitement différentiel en fonction du responsable du dégât. Voilà, je suis revenue avec tout ça à Paris en exposant ce que je viens de raconter rapidement et en montrant comment effectivement peut-être il était intéressant de voir comment finalement la représentation qu'on peut avoir de l'animal va même jusqu'à modifier un traitement administratif d'indemnisation
Alors même que pour l'éleveur en question, ça ne change pas grand-chose, hein. Le fait que ce soit un loup ou un ours qui ait tué son veau, ça reste un veau mort. Et en rentrant en France, en fait, je me suis posé des questions, notamment une question qui avait déjà commencé à émerger en Espagne, parce qu'en Espagne, je m'étais rendu compte un jour, dans un échange que j'avais eu avec un des responsables de l'administration d'Asturie, il m'avait dit oui, oh bah vous savez, quelquefois on indemnise, on sait que c'est pas le loup, mais on indemnise. Or, on était dans une région, dans une autonomie où il n'y avait que des loups. Donc je lui dis, bah alors, si c'est pas le loup, c'est quoi? Et il me dit, bah oui, enfin bon, il y a des chiens. On a dans la montagne des meutes de chiens. On sait qu'il y a des chiens qui se mettent en meute et qui deviennent vraiment aussi dangereux que les loups. Parce que d'une part, ils connaissent très très bien le fonctionnement des troupeaux, ils savent très bien les habitudes des hommes, et donc par rapport aux troupeaux, ils sont dangereux. Ça ne veut pas dire qu'ils se... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se nourrissent sur les troupeaux. Ils peuvent tuer par jeu de la prédation. Mais néanmoins, il y en a quand même qui se nourrissent sur les troupeaux. Voilà. Et cette question, quand même, m'était restée un peu... il l'avait juste évoquée comme ça. Je n'avais pas vraiment eu le temps de reparler de cela avec les éleveurs. Mais je m'étais dit, il y a quand même quelque chose à creuser là. Parce que je m'étais rendu compte, en épluchant les comptages qu'ils m'avaient fournis dans leurs documents, des indemnités qui étaient données pour tuerie de loups, qu'effectivement, ils pointaient qu'un certain nombre de fois, ils versaient pour des animaux qui n'étaient pas identifiés. Et ça représentait quand même un pourcentage assez conséquent. Donc, de retour en France, je me suis demandé ce qu'il en était en France. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de loups sur notre territoire. Néanmoins, je savais qu'il y avait quand même des chiens, bon voilà, dans la montagne. Et en travaillant un peu, en parlant avec des éleveurs, notamment dans des zones où il n'y avait pas d'ours, et je pense au Massif central, je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'éleveurs qui se plaignaient de dégâts sur leurs troupeaux. Alors évidemment, les chiens, c'était toujours le chien du touriste qui se promène le dimanche en montagne, voilà, c'était toujours le chien de l'autre. Néanmoins, en creusant un peu plus, je me suis aperçue que certes, on n'était pas en présence de meutes de chiens, que moi j'appelais chiens errants, comme ceux qu'on pouvait trouver en Espagne et que j'ai découvert par la suite en Italie, qui sont redoutablement dangereux, mais il s'agissait bien plutôt de chiens divagants, c'est-à-dire des chiens qui sont à la niche le matin, qui vont partir dans la montagne dans la journée pour aller faire la fête ou aller chercher une femelle ou je ne sais quoi, et s'en prendre au troupeau parce que ben voilà, l'instinct de prédation peut être encore là, et finalement tuer comme ça des bêtes sans forcément les manger, puisqu'en fait ils sont à la niche, ils sont à la gamelle, ils ont ce qu'il faut. Mais que finalement le taux de bêtes tuées par ces animaux était quand même assez important. Et donc en discutant avec des éleveurs du Massif central, je leur dis mais alors qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Et eux me disaient que finalement ils étaient indemnisés par leurs assurances. Indemnisés par leurs assurances, mais bon, tous n'avaient pas forcément des assurances, mais ils étaient indemnisés par leurs assurances. Bon, je me tournais un peu du côté du ministère de l'Environnement. On me dit que de toute façon, dans ce coin-là, il n'y a pas de prédateurs, donc il n'y a pas d'indemnisation. Voilà, rien à voir. Et je me rapproche donc des assurances en me disant, ben voilà, je travaille là-dessus, j'aimerais bien essayer de voir un peu vos documents, est-ce que vous acceptez qu'on travaille ensemble sur cette question? Et là, je me retrouve face à un niet total, pas question de me montrer quoi que ce soit, et donc une chape de plomb autour de la question de la prédation des chiens, qui est complètement passée sous silence, et finalement qui est dans des régions où il y a des prédateurs qui avancent masqués derrière, en Espagne le loup, et peut-être en France l'ours, ce qui sera ma question suivante évidemment. Mais en tout cas, dans des zones où il n'y avait pas d'autres prédateurs, voilà, qui est passé sous silence. Les éleveurs entre eux, ils s'organisent assez bien. Quand il y en a un qui commence à trouver que le chien du voisin fait trop de conneries, il va le voir et du coup, voilà, ton chien déconne. L'autre, il a tout de suite compris. Son chien a pris le goût du sang, pof, il prend sa carabine, on n'en parle plus. Voilà, ça se règle comme ça. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait autour de cette question du chien? Du chien qui finalement a une forme de figure de monstruosité, puisque il est domestique et il a un comportement de sauvage. Autrement dit, voilà, on a affaire à une espèce qui franchit un peu les frontières catégorielles de l'ethnologue, donc ça ne nous arrange pas beaucoup. Mais en même temps, c'est intéressant d'essayer de comprendre comment ça s'est pensé
par les interlocuteurs qu'on rencontre, que ce soit des chasseurs, parce qu'il y a plein de chiens de chasse qui se perdent, l'administration, les chiens de berger, que ce soit des chiens de protection, des chiens de conduite, etc., etc. Voilà. Donc je suis revenue avec toutes ces questions et c'est autour de ça que j'ai commencé à travailler. Ce qui apparaissait en Espagne dans on va dire dans l'analyse comparative de ces trois situations dans des autonomies différentes, c'est qu'en fait, le monde agropastoral, mais comme le monde, on va dire, pour faire très vite, de l'administration qui gère, se retrouvait avec des bestiaires différents. C'est-à-dire que dans certaines autonomies, ils avaient un bestiaire qui était très large, avec présence d'ours, de loups et peut-être même de lynx, ce qui n'était pas le cas dans toutes les autonomies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, au-delà de la question de l'indemnité, de l'indemnisation, ces autonomies, en fait, indexaient le montant de l'indemnisation en fonction des espèces de leur bestiaire. Autrement dit, il y avait quand même des espèces qui, quoi qu'il arrive, je pense au loup par exemple, étaient toujours reléguées à un montant d'indemnité qui était assez misérable, mais ce qui permettait, ou par ailleurs, une prévalence, par exemple, des indemnités de l'ours qui étaient très bien cotées. Et donc, il me semble en fait que la question n'est pas simplement la question du prédateur. Elle est la question effectivement de qu'est-ce qu'on a dans cette grande famille, dans ce bestiaire, à devoir à un moment donné réguler, protéger, indemniser, et comment est-ce qu'on va hiérarchiser, ou en tout cas traiter différentiellement ces différentes espèces en fonction de leur nombre, peut-être de la représentation qu'on en a, et peut-être de leur degré de dangerosité aussi. Et c'est vrai qu'en Espagne, par exemple, je me suis rendu compte que la question des chiens errants qui n'était jamais mentionnée, elle n'était pas mentionnée, mais il était toujours, ce chien errant, du côté du loup. Toujours du côté du loup. Et finalement, dans les autonomies où il n'y avait que des ours, eh bien, les dégâts de chiens errants n'étaient pas indemnisés. Donc, en fait, on ravalait quand même le chien errant à, voilà, une espèce nombreuses, hein, puisqu'on sait que la recolonisation de l'Espagne par les loups est importante. En suivant l'ère de reproduction du chevreuil, ça se calque exactement sur la reproduction du loup et sa répartition dans la cordillère cantabrique. Et donc de voir comment finalement ces espèces, elles sont pensées les unes par rapport aux autres, et pas du tout de façon autonome. Et il me semble que cette question, on peut à un moment donné se la reposer en ce qui concerne la France. Autrement dit, quel est notre bestiaire à nous ? Avec quoi est-ce qu'on pense l'ours ? Voilà. Alors les Espagnols, on voit bien, effectivement, il y a toujours eu des ours, toujours eu des loups, ils n'ont jamais disparu, on ne les a jamais réintroduits. Donc le problème est assez, on va dire, simple. C'est pas du tout le cas en France, mais la question, elle reste entière. Et je pense que si moi, en revenant en France, j'ai voulu justement m'attaquer à cette question des chiens errants dans le Massif central, c'était très précisément parce que dans le Massif central, il n'y a pas le bestiaire qu'on connaît, ce bestiaire d'espèces qui sont a priori susceptibles d'être indemnisées. Et ma question était donc, qui prend en charge ces dégâts ? Est-ce qu'on les passe sous silence ? Est-ce qu'ils sont pris en charge, mais de façon personnelle par chaque éleveur via son assurance ? Qu'en dit l'administration, par exemple le ministère de l'Environnement ou le ministère de l'Agriculture, qu'en disent l'ONC, puisque ce n'était pas encore l'ONCFS, de ces dégâts de chiens, puisqu'il y a quand même beaucoup de chiens de chasse qui traînent après des parties de chasse. Donc voilà, comment à un moment donné, qui on va faire apparaître dans ce bestiaire, qui on va prendre en compte pour à un moment donné établir un montant d'indemnisation ou simplement identifier la bête qui a tué. Voilà. Et ça me semble important parce que finalement, le bestiaire, on va dire naturaliste, qu'on trouve sur le terrain, il n'est pas forcément le même suivant qu'on est du côté de l'administration, du côté des éleveurs, du côté des touristes ou du côté des scientifiques. Par exemple, les scientifiques, eux, le chien, ça ne les intéresse pas. Voilà. Eux, ils travaillent ils vont faire des affûts sur les ours, les loups, voilà.
un objet noble d'étude. Bon, les chiens, c'est pas leur truc. Néanmoins, on se rend compte que si on se décale un peu et qu'on regarde pour la catégorie socio-professionnelle d'à côté, pour des agropasteurs, les éleveurs en l'occurrence, le chien, il est très présent. Il est présent comme animal auxiliaire de travail, il est présent comme animal de défense, il est présent. Et puis comme prédateur potentiel. Donc, qu'est-ce qu'il en est en France dans une région où il n'y a pas de prédateurs? Voilà, ça c'était ma question. Alors c'est vrai qu'après ce travail que j'ai fait en Massif central, où en fait on s'apercevait que ces chiens, c'était toujours le chien de l'autre évidemment, c'était jamais le sien. Celui qui avait pris le coup du sang, c'était jamais le sien. Pourquoi? Parce que c'est quand même reconnaître que son propre chien a pris le goût du sang, c'est quand même accepter à un moment donné de reconnaître une faillite du système domesticatoire. On a failli quelque part, puisque on est quand même censé pouvoir contenir l'instinct de prédation de son animal. Alors ce travail en fait sur ces chiens errants, enfin ces chiens divagants là pour le coup, en Massif central, ce qu'elle amenait comme question, c'est d'une part de s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un prédateur, d'autre part de se poser la question de savoir est-ce que prédateur égale sauvage, et on pourrait dire dans la continuité, est-ce que sauvage relève systématiquement de l'administration du sauvage, de la nature. Bref, comment on accorde, comment on concilie prédation, donc sauvage, dans une acception ancienne du sauvage, que moi je définirais comme le non prévisible, et puis, voilà, qu'est-ce qu'on protège, voilà. Donc en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, ces chiens divagants, ce qu'ils nous permettent de pointer, c'est qu'on a affaire à un animal qu'habituellement on inscrit dans la sphère du domus, donc de la domesticité, comme un auxiliaire. Un animal dont le comportement finalement est celui d'un transfuge. C'est-à-dire qu'il va se comporter, non pas comme on le lui demande, peut-être quand même aussi, mais aussi comme un comportement qu'on attribue normalement à la partie adverse, c'est-à-dire comme de l'imprévisible. Donc cette dimension de l'imprévisible et du traître à ses côtés, parce que c'est à ça que ça revient, un chien divagant qui aide à la conduite du troupeau et qui par ailleurs est capable d'aller égorger 2-3 brebis chez le voisin, c'est donc un traître. Donc on se rend compte que cette figure-là dit quelque chose de la porosité de nos catégories conceptuelles pour penser la faune en général, le sauvage en particulier, c'est sûr, avec donc des animaux qui sont ensauvagés ou à repenser peut-être la construction de nouveaux sauvages, ou à repenser, voilà, ce que moi j'ai appelé une forme de monstruosité, c'est-à-dire des animaux qui ne sont pas dans un comportement tel que la catégorie dans laquelle on les a inscrits le supposerait. Donc, à partir de ça, se pose évidemment cette question, ces figures de sauvage ou ces nouveaux comportements de sauvage, qui évidemment ne sont pas nouveaux. Simplement, à un moment donné, on les pointe, donc il va bien falloir se coltiner à les analyser. Je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'on se rend compte qu'ils peuvent aussi se poser, par exemple, autour des réintroductions. Qu'est-ce que c'est que ce sauvage qu'on réintroduit? Voilà. Ou qu'est-ce que c'est que ce sauvage qu'on renaturalise? Lorsqu'il s'agit, par exemple, de lâcher d'espèces qu'on a, je pense à certains oiseaux, qui ont été élevés en cage, voilà, avec le moins d'imprégnation possible, et puis qu'on relâche. Bon. Qu'est-ce qu'on fabrique là? Donc ces mécanismes-là, qui je pense sont quand même assez récents dans l'histoire de notre rapport au sauvage, expriment en tout cas une forme de fabrication de sauvages, et des sauvages qui ne se ressemblent pas tous. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on ne va pas fabriquer, il y en a qu'on va renaturaliser, renaturer, refabriquer, et quel type de relation, du coup, on s'imagine avoir avec eux. Et comment on va se servir de ces espèces pour en faire des labels de territoire,
ou au contraire des animaux qu'on tient absolument à maintenir cachés, dont on ne veut pas parler. Voilà. Donc on voit bien qu'avec la figure du chien errant, là pour le coup, on a fabriqué du monstrueux, ou en tout cas du monstrueux dans le sens où il franchit des catégories, du sauvage au domestique, et en plus il revient au domestique. Mais on voit bien comment il existe ce genre de circulation entre des catégories qu'on avait l'habitude de penser comme très hermétiques, mais surtout qu'on a aussi petit à petit, on assiste à un traitement de la faune, un traitement du sauvage, qui là est du côté de la fabrication, une fabrication assumée, avec, voilà, c'est ce que moi j'ai appelé ces nouvelles figures du sauvage. Alors quand j'ai poursuivi donc à partir de cette apparition de cette figure du chien divagant, donc j'ai été amenée à travailler sur, on va dire, le monstrueux. Ce que j'entendais par le monstrueux, c'était précisément ce qui ne se comporte pas comme il est censé faire. Voilà. Donc c'est pas comme un domestique, c'est pas comme un sauvage, c'est quelque chose voilà, qui est un peu, qui a un comportement monstrueux, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la règle. Voilà, c'est le monstrueux. Je me suis rendu compte en fait que ça m'obligeait quand même à me demander en quoi ce monstrueux ensauvagé était différent des autres figures du sauvage qu'on connaissait à l'époque en France. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu l'arrivée des loups, il y avait encore des ours, il n'y avait pas encore d'ours réintroduits, mais il y avait des ours. Néanmoins, il y avait un projet de réintroduction d'ours dont j'ai eu à m'occuper, qui était voilà, un projet de réintroduction d'ours dans le Vercors. Ce qui peut paraître aujourd'hui assez risible, parce que c'est vrai quand on voit le Vercors très fréquenté, les hauts plateaux, très occupés par tous les troupeaux en estive l'été, on peut se demander où on mettrait un ours. Néanmoins, voilà, la question a été posée par le Parc naturel régional et puis une association Artus à l'époque. Dans ce projet, ce qui m'a intéressée, c'était évidemment de voir quel type d'ours on allait réintroduire et comment on allait pouvoir, à un moment donné, du côté de l'administration, donner des informations sur où l'animal serait, comment il se déplacerait, etc., etc. Des questions qui se sont reposées d'ailleurs par la suite en Pyrénées, lorsqu'il y a eu des réintroductions d'ours en Pyrénées. Et moi, c'est vrai que j'ai donc eu à réfléchir à, mais finalement, entre cet animal réintroduit, qui est donc suivi par ce que Micou appelait très élégamment des éco-zootechniciens, donc toute une équipe technique, scientifique, très performante, qui allait permettre en fait de, de faire que ce sauvage, qu'on puisse avoir une prédictibilité sur le comportement de ce sauvage. Ce qui là encore est très intéressant, puisque ça oblige à repenser la définition de ce sauvage. Voilà. Et là, je me suis dit, ce sauvage à qui on va mettre alors, un collier émetteur qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui souvent fonctionne bien pour les ours, des puces électroniques, et puis bon, voilà, il y a toute une variété d'appareillages qui existent, va permettre quoi? Va permettre évidemment non seulement de donner le sentiment qu'on a en laisse, une laisse quasiment virtuelle, cet animal à distance. Voilà. On est capable de dire telle heure il est à tel endroit, il se dirige vers tel endroit. Bon. Et là, je me suis dit, finalement, ce type de gestion éco-zootechnicienne de ces nouveaux sauvages, voilà. Est-ce qu'on est, comment est-ce que ça nous permet de penser encore sauvage? Est-ce que finalement on ne peut pas simplement dire espèce protégée? Mais est-ce qu'il s'agit encore de quelque chose qui a à voir avec du sauvage? Ou est-ce qu'on est dans un sauvage un peu Canada Dry, voilà, qui a l'apparence, enfin voilà, tout ce qu'on connaît sur la publicité, où voilà, on nous vend du faux, quoi. On gère quelque chose, on se fait plaisir, on met dans le décor quelque chose qui est comme du sauvage, mais qui n'a pas le même traitement que, on va dire, les ours qui étaient là avant la réintroduction, par exemple. Et je trouve que ça, c'est de nouveau des questions intéressantes, parce que progressivement, on voit comment
par cette protection de ces espèces, ou de ces individus plutôt, réintroduits, ça nous conduit petit à petit non plus à penser un sauvage qui est du côté du naturel, mais bon, voilà, ça introduit quand même une forme d'artifice, qu'on le veuille ou non, autour de cette manipulation de ce sauvage qui est baptisé, pesé, qui a un parrain, une marraine et que sais-je encore, qu'on identifie par son prénom, enfin voilà, bon, tout ce travail d'anthropomorphisation qu'on connaît très bien. Mais on voit que là, pour le coup, apparaît une nouvelle figure du sauvage, que moi j'appelle un sauvage du troisième type, mais qui n'est pas forcément le fait de n'importe quelle espèce. C'est-à-dire qu'on aurait du mal à imaginer ça sur le loup, par exemple. Pourquoi ? Parce que peut-être que c'est particulièrement difficile à marquer, j'en sais rien, je ne suis pas une spécialiste. Mais n'empêche que on se rend compte que, par exemple, pour le lynx à qui on a posé un collier émetteur, bon, oui, on le voit encore comme sauvage, mais on ne le pense plus en tant que collectif, on le pense en tant qu'individu. Donc on va parler de Elisa, qui a été là, sur tel versant de telle montagne, etc., etc. Je veux dire, un sauvage qui n'est pas du troisième type, pour moi, est encore pensé dans quelque chose d'indistinct, dans quelque chose qui a à voir avec le collectif, qui a à voir avec peut-être la meute, qui a à voir avec... Et non pas un traitement quasiment duel avec un animal, un échantillon, un individu. Voilà. Et je crois que cette fabrication de ce sauvage du troisième type, évidemment, on voit en quoi elle est importante parce qu'elle permet, d'une part, de revaloriser les territoires sur lesquels elle vit, parce qu'on ne réintroduit pas n'importe où, on réintroduit souvent dans des espaces protégés. Donc voilà, je veux dire, on sait que se promener dans une forêt où il y a des ours, c'est pas comme de se promener dans une forêt où il n'y a pas d'ours. Ce que nous disent la plupart de nos sondages franco-français et pas que franco-français. Donc ce jeu-là, avec l'imprévisibilité, avec l'inattendu de la rencontre potentielle en forêt, et de cette nature suffisamment riche, de cette biodiversité, là pour le coup, suffisamment riche pour pouvoir nourrir ce sauvage d'un troisième type, eh bien elle dit quelque chose de la qualité de cette nature, qu'on appellera ensuite environnement, à défaut de l'appeler autrement. Campagne, nature, environnement, on voit bien comment voilà, ça s'enchaîne. Et je trouve que dans ce troisième type, là, on est vers une artificialisation de la nature, qui est peut-être d'ailleurs, et quand je le dis, c'est pas du tout du côté d'un jugement de valeur, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire, si on veut avoir de nouveau des ours. Mais en tout cas, on se rend compte que, voilà, on a modifié notre rapport à l'animal, nos formes de gestion, peut-être même nos formes de gestion des dégâts potentiels, et fatalement une transformation dans les relations avec le territoire et avec les autres usagers du territoire. Alors dans ce que moi j'ai mis en évidence par rapport à ce sauvage du troisième type, ce qui me semblait intéressant, c'est que la question de la biodiversité, elle est, à mon avis, à interroger à deux niveaux. C'est-à-dire pas simplement la question qui se posait à l'époque de la restauration du vivant dans une richesse, voilà, biodiversité, richesse du vivant, elle interroge aussi la diversité dans le traitement et la gestion de ce vivant. Et ça, je trouve que c'est intéressant, du coup, de regarder du côté de l'administration quels outils ont été mis en place pour être adaptés à la gestion de ces sauvages, que j'ai appelés, moi, ces sauvages du troisième type, mais on pourrait, je pense, analogiquement, trouver d'autres exemples dans le végétal, d'ailleurs, hein. Moi, je me suis vraiment concentrée sur l'animal. Mais il me semble que ça a aussi obligé l'administration à s'interroger sur comment elle allait gérer. C'est-à-dire que ce sauvage-là, pour le coup, n'était plus du côté de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, précisément c'est ça le sauvage, voilà. Mais là, un sauvage, au contraire, assumé, fabriqué, pisté, et qu'on allait donc, pour lequel on allait en tout cas devoir endosser une forme de responsabilité quant à son devenir, puisqu'il n'était pas question de réintroduire
Si c'était après pour que l'animal meure, évidemment. Donc, cette biodiversité, ou cette diversité plus exactement, pour moi, elle s'interroge à deux niveaux. C'est qu'est-ce qu'on veut faire quand on pense biodiversité? Qu'est-ce qu'on restaure? C'est quoi le référentiel de départ? Voilà. Ce qui revient à se demander quand est-ce qu'on parle d'introduction ou de réintroduction, hein, où est-ce qu'on met le curseur. Je trouve que c'est une vraie question, moi. Alors, on peut considérer que ce n'est pas une vraie question parce que finalement, c'est plutôt une question de l'argumentaire du politique qui va pouvoir plus facilement peut-être défendre l'opération de réintroduction par le fait qu'il y a réparation. Bon. Néanmoins, ça suppose aussi une autre forme de traitement de la part de l'administration de la gestion de ce sauvage. Voilà. Et il me semble que ça pose question puisque ça met en face, on va dire, du monde des chasseurs, du monde des éleveurs, un acteur qui, à un moment donné, qu'on interpelle en tant que le responsable de, celui qui tient en laisse. Hein, voilà. Donc s'il se passe quelque chose de compliqué avec cette nouvelle figure du sauvage, ce sauvage de troisième type, c'est lui qui doit être responsable de l'opération. Et donc, voilà, moi je trouve que parler diversité à cet endroit-là, ça suppose pour moi plus de parler d'un côté restauration. Ça, je trouve que bon, c'est peut-être pas la part la plus importante, mais surtout de voir comment, à un moment donné, du côté de l'administration, on s'est saisi de ça et donc comment on l'a pensé, cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on gère un sauvage ordinaire comme un sauvage de troisième type? Voilà. Et ça, je ne sais pas, j'en suis pas sûre. Je pense que, y compris du côté de l'administration, il y a aussi un bestiaire avec des hiérarchisations d'espèces en fonction de leur modalité d'apparition, est-ce qu'elles sont revenues toutes seules, pas toutes seules, est-ce qu'on les a élevées, bon bref. Est-ce que ça a fait un compromis, le fait qu'elles réapparaissent, que tout le monde était enthousiaste? Voilà. Toutes ces questions-là, je trouve que ça met du coup l'administration, ça la remet en scène dans le jeu qui jusque-là était duel entre ceux qui vivaient de la nature et puis la nature elle-même qui était en face. Et il fallait qu'on s'organise entre soi. Là, je veux dire, il y a effectivement un tiers qui apparaît et qui doit donc inventer de nouvelles règles du jeu pour la défense de la biodiversité. Voilà. Alors, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus, à part qu'il me semble évidemment que c'est comment peut-on être contre. Enfin, je veux dire, comment peut-on être contre la biodiversité? Je vois pas trop. Enfin, ça me semble un peu curieux. Comme je suis pas sûre que ça nous mène vraiment quelque part de poser la question comme ça. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de poser la question en termes d'appropriation. Voilà, qui se sent concerné par, qui va s'approprier un bout d'eux, et donc qui va endosser des responsabilités dans ces nouveaux rapports à ce qu'on appelle biodiversité. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est plus intéressant de se le demander comme ça. Donc du coup, ça nous fait sortir peut-être de ces catégories qu'on avait auparavant, comme le res nullius, comme... Voilà, là, non, c'est pas res nullius du tout. Donc de la même façon qu'on est obligé de réinterroger cette catégorie du sauvage telle qu'elle était pensée traditionnellement, peut-être qu'on est aussi petit à petit amené à se demander, autour de la biodiversité, comment ça se passe? Voilà. De la décortiquer, de voir qui se l'approprie, à qui on donne les moyens de se l'approprier, et finalement, comment elle est utilisée par chacun des acteurs sur le territoire et qu'est-ce qu'ils en font. Voilà, moi, j'aurais tendance à dire ça aujourd'hui de cette question de la biodiversité. Alors, par rapport à ce que je disais sur la biodiversité, ce qui me semble intéressant, c'est de se rendre compte elle ne recouvre pas du tout la question du sauvage, pour moi. C'est-à-dire que biodiversité, diversité du vivant, hein, voilà, étymologiquement c'est ça. Et donc on peut se dire, le sauvage là-dedans, est-ce qu'on le retrouve ou pas? Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, le sentiment que j'ai,
c'est que on pourrait considérer que le sauvage ordinaire, auquel on pourrait presque dire celui du petit chaperon rouge, ou on pourrait dire celui du loup qui est passé par là, qui n'a pas de collier émetteur, qui se fera peut-être même pas prendre par un appareil photographique et dont on ne saura pas qu'il est passé par là, à part une empreinte, parce que voilà, quelqu'un d'assez malin sera capable de lire les empreintes. Eh bien, on peut se demander finalement, ce sauvage-là, où est-ce qu'il est encore dans biodiversité? Bien sûr qu'il est dans biodiversité, parce que diversité du vivant. Mais je pense que cette nouvelle figure du sauvage, avec ces sauvages du troisième type, ont pris la place de, on va dire, ce sauvage ordinaire. Ce sauvage ordinaire, on n'est pas censé le pister, on n'a pas les outils pour, c'est même pas la question en fait. La question c'est simplement de le maintenir au plus loin de soi, au plus loin des troupeaux, au plus loin des lieux d'habitation des hommes, etc. Piégeage pour les puants par exemple, à mon avis c'est un bon exemple de cela. Et donc ces nouveaux sauvages, ces sauvages du troisième type, en fait, très bizarrement, ils évincent peut-être un sauvage un peu fantasmatique aujourd'hui, tel qu'on aimerait encore le penser, voilà, qui est en voie de disparition, ou en tout cas pour lequel on n'a pas beaucoup d'infos, on va dire. Et en fait, voilà, il est gommé, il est remplacé par un sauvage habilité sauvage, fabriqué sauvage, dont là on peut nous parler, dont on sait beaucoup de choses, mais on pourrait dire qu'il a perdu d'une part de la dangerosité telle qu'on l'entendait dans l'ancienne acception du terme sauvage, et qui a probablement perdu une part de son imprévisibilité. Voilà, puisqu'on a à peu près des infos sur comment il colonise, où il va, de quel côté de versant de la montagne il est, etc. Et il me semble que on fait un petit peu semblant aujourd'hui, mais peut-être que biodiversité nous permet de réunir tout ça ensemble. Mais pour moi, on ne parle plus de la même chose. Ou en tout cas, on ne parle plus de sauvage. Voilà, on parle biodiversité. Tout est bon dans le vivant à défendre, y compris pour certaines espèces la nécessité de les renforcer, les réintroduire, les déplacer et tout ce qu'on veut. Néanmoins, voilà, les anciennes catégories, me semble-t-il, sont peut-être, elles, pour le coup, reléguées à ce que je disais tout au début de notre entretien, à cette sphère du folklorique, cette sphère de l'imaginaire, du naturalisme, mais pas de l'écozootechnicien. Voilà. Je pense que l'écozootechnicien, il est du côté d'une fabrication. Et c'est peut-être dans cette ère-là dans laquelle on vit. De la même façon qu'on peut se dire, finalement, les parcs nationaux, c'est super. On est sûr que s'il y a 11 millions de personnes qui vont aller se balader cette année en montagne, ils vont tous aller au même endroit, vont tous marcher sur le même chemin. Et donc, du coup, ils n'iront pas là et là et là et là. Bon, voilà, on peut se dire ça aussi. Et on peut se demander, en poussant le raisonnement jusqu'à l'absurde, voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que ça fait partie d'une protection de la biodiversité? Peut-être que c'est ça qu'il faut. Étiqueter des territoires parce que les gens sont attirés par cette dimension biodiversité, on va dire nature pour faire très large. Une wilderness qui ne l'est plus tellement, mais qui est biodiversité. Et en même temps, peut-être que ça peut aussi permettre de lever le pied sur, ou en tout cas de regarder aussi vers une nature ordinaire, mais sans mettre le focus dessus, peut-être, je ne sais pas. Moi, pour ma part, j'ai un petit peu de mal avec ce double traitement, voilà. Le traitement d'une nature qui devrait être plus à préserver que l'autre. Voilà, la nature en ville, une nature en montagne. Bon. Et je trouve qu'on voit en quoi biodiversité permet de gommer ces diversités de sauvages, là en l'occurrence. On ne parle plus de la fabrication, de la gestion, du traitement, de la façon dont on pense le traitement. On pense, et là pour le coup, comment être contre, qu'il faut
sauver voilà, la richesse du vivant. Mais une fois qu'on a dit ça, je sais pas, je trouve que ça... Voilà, on ne peut pas aller au-delà, quoi, il me semble. Alors peut-être on pourrait partir d'un exemple sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années autour de la possible appropriation des éleveurs de brebis qui vivaient dans les Grands Causses en France de la présence de vautours pour lesquels il y avait un programme de réintroduction. Et donc en fait il s'agissait de prendre quelques animaux, quelques individus, quelques vautours dans les Pyrénées, où ils étaient assez bien portants, pour éventuellement les réintroduire, puisqu'ils avaient disparu, des Grands Causses, des Cévennes. Et en fait, ça a été pour moi un travail très intéressant, parce que, d'une part, il était question de travailler sur le sauvage, un sauvage protégé cette fois, mais qui n'était pas en situation de disparition, et pour lequel un projet avait été conjointement construit et par, on va dire, le monde agropastoral pour faire vite, et le monde de la protection de la nature, l'idée étant, donc initiée par la LPO et le ministère de l'Environnement, l'idée étant de réintroduire ces vautours de façon à ce qu'ils puissent se nourrir des cadavres, du rebut des exploitations pastorales dans les Grands Causses. Et ça a été très intéressant parce que ça a été un des exemples où il y avait vraiment un objectif commun. C'est-à-dire que ces vautours allaient pouvoir aider les éleveurs à ne pas faire appel aux entreprises d'équarrissage qui ne se déplacent pas toujours rapidement et puis qui ont un coût. Et donc finalement de réintroduire une espèce qui allait se charger de les débarrasser de ces rebuts de leur exploitation. C'était intéressant parce que finalement, pour la LPO, c'était une façon voilà, de travailler au service de la biodiversité, là pour le coup, en remettant des oiseaux à un endroit sur lequel ils n'étaient plus, et en même temps au service d'une catégorie socio-professionnelle qui, elle, pouvait avoir besoin de la présence de ces oiseaux, qui étaient donc des équarrisseurs, vivaient uniquement de l'équarrissage. Alors, le projet était de proposer aux éleveurs d'installer chez eux, après une phase transitoire où il y a eu des charniers collectifs sur lesquels les différents exploitants venaient déposer leurs bêtes. Là, le projet était de faire une expérimentation, de proposer aux éleveurs de créer sur leur exploitation un endroit qui pourrait équivaloir à une poubelle, on pourrait dire, un endroit individuel, personnalisé, sur lequel ils déposeraient ces bêtes mortes. Autrement dit, l'éleveur se retrouvait non seulement à bénéficier d'un service écosystémique de la part des vautours, et en même temps nourrissant les vautours qui, eux, étaient en difficulté à certains moments de l'année où ils avaient un petit peu plus de mal à trouver leur nourriture. Et il m'a semblé que c'était très intéressant parce que finalement, un petit groupe d'éleveurs, au départ ils n'étaient pas très nombreux, une dizaine on va dire, même si après ça s'est étendu, a accepté de jouer le jeu. Et finalement on s'est retrouvé avec, là pour le coup, un nouvel animal dans le bestiaire de l'exploitant agricole, le vautour, qui occupait une fonction très particulière dans le système domesticatoire, qui n'était plus de produire, qui était d'aider à se débarrasser des bêtes qui étaient mortes. Donc je trouvais que c'était un exemple intéressant qui a très bien fonctionné tant qu'on n'était pas dans... tant qu'on était encore avant, on va dire, l'épidémie qui a eu lieu effectivement sur le prion. Et donc tant qu'on ne s'est pas retrouvé avec des populations en difficulté de trouver leur nourriture. Et puis, en fait, l'étude qu'on a faite a duré 3 ans. Pendant les 3 premières années, ça marchait très bien. Est arrivée donc l'encéphalopathie spongiforme bovine et sa variante sur les ovins. Et là, on s'est retrouvé en difficulté puisqu'en fait, il était demandé à ce que ces exploitants agricoles
mettre de côté certaines brebis, de façon à vérifier qu'elles ne soient pas porteuses de maladies, et pour les biologistes qui s'occupaient des vautours, de faire des analyses pour être sûr que les vautours n'étaient pas vecteurs de prions, ne risquaient pas de transporter le prion. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que pendant un temps, sur ces grands causes, on s'est aperçu que des catégories d'acteurs qui jusque-là ne travaillaient pas vraiment ensemble, ou en tout cas n'avaient pas forcément des objectifs convergents, se sont retrouvés effectivement à avoir des objectifs convergents, et surtout avec finalement quelque chose qui a été très singulier, qui a été la prise en compte par les éleveurs de l'arrivée d'une autre espèce, qui finalement s'est mis à leur servir sur leur exploitation. Et donc qui n'était pas simplement une espèce supplémentaire protégée par ah là là, ces ornithologues qui viennent toujours voilà, nous proposer des projets dont on ne veut pas. Pas du tout, au contraire. Je veux dire, un projet qui rentrait en ligne de compte et qui a pu être finalement intégré au système domesticatoire de l'éleveur. Donc, je pense que ça a fonctionné très bien à partir du moment où finalement le vautour s'est comporté comme on l'attendait, c'est-à-dire voilà, faisait ses tournées, venait nettoyer les placettes d'alimentation et repartait comme il était venu, voilà, sans poser l'ombre d'un problème. Évidemment, le moment où ça s'est compliqué, c'est à partir du moment où des charniers ont été fermés en Espagne. La population de vautours espagnols est devenue exponentielle. Du coup, voilà, ils sont allés voir du côté versant nord s'il n'y avait pas quelque chose à manger et se sont mis à avoir un comportement qui n'était pas celui qu'on leur connaissait. C'était intéressant d'ailleurs à cette époque-là parce que les éleveurs disaient maintenant ils attaquent. Les ornithologues étaient un peu embarrassés par cette question, en disant mais non, c'est des rumeurs, ils n'attaquent pas, simplement ils savent repérer les bêtes qui de toutes les façons vont mourir, donc voilà, comme ils sont nombreux, ils sont plus nombreux autour de la bête qui va mourir. Et si on voulait bien quand même s'intéresser aux vétérinaires, on se rendait compte que certains vétérinaires disaient mais finalement, ces vautours ont juste une grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'en situation de déficit alimentaire, de fait, ils modifient leur comportement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'une espèce si elle veut survivre? C'est tout à fait normal qu'ils se comportent comme ça. Et donc, évidemment, ils se rapprochent peut-être davantage parce qu'ils sont plus nombreux pour être sûrs d'avoir quelque chose à becqueter. Et je trouvais que c'était intéressant parce que, finalement, dans ce qu'on disait au début de cet entretien sur ces différentes figures du sauvage, là, pour le coup, on se rendait compte qu'on voyait réapparaître un comportement d'une espèce protégée qui nous renvoyait à des comportements de sauvages ordinaires, à savoir en capacité de s'adapter, qui n'étaient pas du tout les comportements voilà, auxquels on s'attendait, mais qui étaient des comportements, en tout cas pour certains scientifiques, tout à fait normaux, en situation de voilà, déficit du stock de ressources alimentaires pour ces vautours. Et je me suis rendu compte en fait que chez les éleveurs, il y en a quand même plusieurs qui avaient conscience de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout eu le sentiment qu'ils avaient affaire à un prédateur, ils ont eu le sentiment qu'ils avaient affaire à une espèce qui était en train de s'adapter. Et non pas une espèce qui mutait, qui devenait un peu folle ou je ne sais pas quoi, non pas du tout. Simplement une espèce qui s'adaptait de la même façon que voilà, les chiens peuvent aussi modifier leur comportement et d'autres espèces également. Et je trouve que c'est important de le dire parce que finalement, c'est peut-être un des dossiers sur lesquels j'ai travaillé où on s'est retrouvé avec une espèce protégée qui au départ n'était pas prédatrice, qui a été perçue comme prédatrice un temps, mais pour lequel les gens n'ont jamais perdu de vue l'idée qu'elle leur était quand même un très bon auxiliaire dans leur système d'exploitation. Alors évidemment, je ne dis pas que ça a été rose partout, pas du tout. Je pense qu'à partir du moment où notamment le Parc national des Pyrénées a commencé à prendre au sérieux ces cas d'attaque ou de comportements anormaux, bon, du coup, les éleveurs se sont retrouvés avec un interlocuteur qui entendait ce qu'il disait et il n'était pas juste renvoyé à « mais c'est une rumeur, ce que vous racontez, ça n'est rien d'autre ». Donc, c'est intéressant parce que là, pour le coup, peut-être que ces vautours, qui pourtant étaient marqués, qui étaient bagués, on savait très bien d'où ils venaient, on était capable de repérer leur trajectoire migratoire, etc. Néanmoins, est quand même resté dans l'esprit
de certains éleveurs des Grands Causses l'idée que cette affaire était temporaire. Cette affaire était plus la résultante d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, voilà, déficit de ressources, mais pas d'une modification ontologique du comportement de l'espèce. Voilà. Et j'ai trouvé que, bon, je ne sais pas ensuite comment les choses ont évolué, mais en tout cas, je n'ai pas à l'époque rencontré, dans les 3 années suivantes où on a travaillé sur ces histoires de rumeurs, d'attaques, etc., je n'ai pas trouvé d'éleveur qui avait accepté une placette et qui du coup avait décidé de fermer sa placette. Mais bien plutôt une curiosité aussi parce qu'eux-mêmes reconnaissaient qu'ils commençaient à s'intéresser à cet animal et qu'ils étaient assez curieux de voir comment ils vivaient entre eux, comment ils communiquaient entre eux pour se donner des informations sur là où il y avait de quoi manger. Donc finalement, j'ai pas le sentiment qu'ils ont mis une croix sur la fonction que pouvait être qui pouvait être attribuée aux vautours dans leur forme de tenue de leur exploitation. Voilà. Et ça, je trouve que finalement, c'est peut-être un des exemples les plus intéressants sur le rapport entre espèces protégées, espèces réintroduites, qui n'est pas prédatrice, mais qui temporairement le devient pour des raisons biologiques. Mais voilà, il n'est pas pensé immédiatement et uniquement comme prédateur. Il reste potentiellement un auxiliaire. Donc il reste dans le paysage de l'éleveur, dans son bestiaire, voilà, ce avec quoi il travaille. Alors un autre dossier sur lequel j'ai travaillé, qui n'a pas été du tout simple d'ailleurs, ça a été la question des cormorans. Dans un contexte français d'exploitation piscicole, dans plusieurs régions, que ce soit les Dombes, le Forez, Loire-Atlantique, etc. Et en fait, ce qui a été compliqué sur ce dossier, je pense, ça a été 2 choses. La première, c'est l'arrivée d'une espèce qui était une espèce protégée au niveau international et qui n'était pas considérée, qui était considérée comme une espèce exogène. Alors on pourrait dire comme les vautours. Oui et non, parce que les vautours étaient quand même, on savait qu'il y en avait beaucoup en Espagne, mais ils étaient quand même des Pyrénées. Bon voilà, donc entre éleveurs, on savait que les vautours avaient existé par le passé dans la région, voilà, ils avaient été identifiés. Il y avait quand même du discours qui circulait. Là, sur les cormorans, c'était très différent, parce que on avait d'un côté une politique qui était vers une exploitation extensive de grands domaines piscicoles. On peut dire une exploitation extensive, donc souhaitée par les réglementations, encadrée, encouragée, ou en tout cas, on considérait qu'effectivement, ça permettait d'avoir une production piscicole de qualité. Autour, certes, d'étangs qui souvent étaient présentés comme des écosystèmes artificiels, si toutefois on peut mettre ces 2 termes ensemble, en tout cas des étangs qui avaient une histoire, qui avaient été construits, fabriqués, néanmoins qui permettaient quand même d'être des habitats pour un certain nombre d'espèces, y compris des espèces piscicoles qui venaient y nicher. Et finalement, cette pisciculture d'étangs a comme on va dire comme mode d'exploitation, qui est un petit peu compliqué, à la fois souvent des étangs dont les propriétaires ne sont pas forcément les gestionnaires. Et aussi avec un certain nombre d'entreprises qui vivent de l'exploitation des étangs. Donc des populations de propriétaires assez fortunés, qui s'en sortent bien financièrement, on va dire, ou en tout cas qui ont du foncier comme patrimoine, et des exploitants qui, eux, vivent aux dépens de ces propriétaires, en fonction de ces propriétaires. L'arrivée des cormorans a été très compliquée. Pourquoi ? Parce que, évidemment, cette exploitation extensive qui se fait sur des étangs très très importants, avec des superficies très importantes, ne permet pas, ou permet très difficilement, une protection des étangs. Et ces oiseaux se nourrissent comme tout le monde, et pour se nourrir, ils ont une forme d'adaptation où ils s'intéressent à un étang, ils s'installent sur cet étang et ils consomment ce qu'il y a à consommer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consommer.
L'exploitant, évidemment, ne se rend compte de ce qui reste dans l'étang que le jour où il organise sa pêche. Et là, il m'a semblé que c'était un problème très compliqué, d'une part parce que cette espèce étant migratrice en l'occurrence, venant de l'étranger, arrivait en France où jusque-là elle ne nichait pas vraiment, mais avec le nombre de plus en plus important, elle s'installait et elle commençait à nicher. Et donc une nouvelle espèce qui débarque, qui vient d'ailleurs, qui est protégée aux Pays-Bas. Bon, voilà, l'afflux, l'effectif des Pays-Bas fait qu'elle descend vers le sud et qu'elle commence à s'installer donc sur des exploitations qui ne sont pas du tout prévues pour faire face à ce type de prédation. Et ce qui est quand même remarquable, et peut-être qu'on le sait peu, ou en tout cas moi je l'ai découvert en faisant ce travail, c'est à quel point l'écosystème de l'étang est compliqué. Compliqué par les espèces qui l'occupent, y compris différents types de poissons, certains qui sont dans la vase, qui fouissent, d'autres qui sont à mi-hauteur, etc., etc. Et on se rend compte que ces cormorans, ils sont plutôt malins et ils s'intéressent finalement aux poissons qui sont plutôt ceux qu'on aurait tendance à commercialiser, à manger. Et là, j'ai trouvé que c'était très compliqué parce qu'on se retrouvait face à d'abord un lobby de protection de ces cormorans d'une puissance très importante, européen, et on va dire une filière piscicole pas particulièrement bien ni représentée, ni en nombre, ni en organisation, ou en tout cas qui n'avait pas une force de frappe, ou qui ne s'était pas non plus vraiment rapproché de différentes filières agricoles avec lesquelles ils auraient pu faire affaire, et qui est assez seule par rapport à cette question de la prédation. Donc finalement, voilà, une espèce protégée qui se porte très bien, qui se reproduit très bien, qui est exogène, qui est vécue comme envahisseur parce qu'on ne la connaît pas, dont on ne connaît pas bien le fonctionnement et dont on s'aperçoit qu'on n'a aucun moyen de pression, sur laquelle on n'a aucun moyen de pression, et puis qui est tout à fait suffisamment intelligente ou suffisamment maligne pour s'adapter à toutes les quelques stratégies qu'on a pu mettre en place pour essayer de la faire fuir. Et il m'a semblé que pour moi, c'était un cas d'école dans le sens où c'était presque comme oui, des loups volants, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière possible. Et là, finalement, la seule proposition qui pouvait être faite à ces pisciculteurs, c'était eh bien, de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire ou de ce qu'ils ne voulaient pas faire, c'est-à-dire d'arrêter de faire de la pisciculture d'étang extensive pour travailler en bassin clos, avec un poisson bien plus serré, donc forcément une perte de qualité, etc., etc. Et je trouve que dans la façon dont la question a été posée, il me semble que, d'abord, peut-être la tradition différente entre les propriétaires d'étangs et les exploitants n'était pas si facile à résoudre pour ce qui est du monde de la pisciculture. Et en face, le lobby des protecteurs de cormorans ou des ornithologues qui tenaient absolument à ce qu'il n'y ait pas un traitement qui soit fait pour réguler ou pour faire en sorte que cette population de cormorans puisse être quand même maintenue à distance, n'a pas abouti pour moi. J'ai l'impression que ça a été vraiment l'échec, avec d'ailleurs des fermetures d'exploitation qui ont été réelles. Et pour moi, j'ai presque le sentiment qu'avec ce dossier, je suis revenue à une figure du sauvage ordinaire, malgré son label protégé, malgré tout ce lobby qui l'entourait pour maintenir cette protection très forte, mais sur lequel on n'a pas réussi à faire en sorte qu'on puisse concilier et la protection de cette espèce, qui n'était pas en danger, les cormorans vont bien, mais en même temps aussi une protection d'une filière entière qui s'est retrouvée en très très grande vulnérabilité. Et là, pour le coup, pour moi, le cormoran, c'était un monstrueux dans le sens où c'était un sauvage du troisième type, mais qu'on n'est pas capable de protéger, malgré ce qu'on dit, et qui se comporte comme un sauvage ordinaire, et peut-être qui met aussi le doigt sur... le sauvage, c'est peut-être ça. Voilà, au final, on a beau, et j'ai beau avoir dit tout à l'heure que
cette troisième figure du sauvage vient se superposer ou peut-être remplacer ce sauvage ordinaire, bien peut-être que là, dans le cas du cormoran, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ce cormoran figure peut-être d'un sauvage du troisième type, est resté quand même un sauvage ordinaire pour lequel, malgré tous les moyens qui ont pu être mis en place, on s'est retrouvé face à une butée. C'est-à-dire un animal qu'on ne contrôle pas, sur lequel il est très compliqué d'arriver à avoir des résultats dans la gestion ou dans la régulation. Et puis peut-être que ça dit beaucoup, et peut-être que ça dit plus sur les lobbies à l'œuvre qui finalement n'ont pas permis au niveau européen d'arriver à faire ce qu'il fallait faire pour sauver une filière économique qui faisait quand même vivre un certain nombre d'exploitants. Voilà, donc moi je pense que par rapport à ce sauvage, là pour le coup, on est vraiment revenu à quelque chose qu'on ne connaissait peut-être plus, c'est-à-dire un sauvage qu'on ne maîtrise pas. Voilà, là on était vraiment là-dedans. Peut-être comme c'était le cas quand il y avait des loups partout et que pas moi, on n'avait pas l'habitude, ou au contraire, on avait l'habitude de les tuer, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, il m'a semblé que... Ouais, non, je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça a vraiment été une impasse. Une impasse qui n'est pas tant due à l'incapacité des exploitants à trouver une inventivité dans la façon de gérer leurs étangs, et leur production, mais plutôt l'absence de compatibilité de projet entre ceux qui tenaient absolument à protéger et donc sauvegarder cette population de cormorans et et à un moment donné une impossibilité d'échanger avec une filière de production qui plus est qui travaille sur des espaces dont on ne reconnaît pas tellement la naturalité, puisque c'est des étangs et donc artificiels. Voilà. Donc, j'ai l'impression quand même que le caractère artificiel de certains étangs a fait que dans la littérature qu'on pouvait lire de certains scientifiques, ça restait des étangs artificiels. C'était pas la mer, quoi. C'était pas des rivières. C'était quand même... Est-ce que vraiment, finalement, c'était pas normal? Voilà. C'est peut-être la butée de la façon de penser le rapport entre nature, naturalité, à laquelle on est confronté, voilà, face à un sauvage ordinaire qui ne dit pas son nom puisqu'il est labellisé protégé. Alors quand je disais au début de l'entretien que j'avais travaillé sur la dimension symbolique par rapport à la prédation, ce que je voulais dire, c'est que il me semblait que dans notre rapport à l'animal, pour le resituer plus dans un rapport homme-animal, on avait une diversité de rapports à l'animal qui tenait à peut-être une diversité dans notre rapport à l'animalité. Autrement dit, il me semblait que l'animal sauvage, en tant qu'animal qu'on ne maîtrise pas, auquel on reconnaît une forme de dangerosité, ou auquel on attribue une forme de dangerosité, qui franchit les frontières, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est capable de passer de la forêt à la maison, de mettre en danger les productions, etc., qui est souvent associé à un monde qu'on essaye de repousser, le monde de la forêt. Eh bien, il me semble que cette forme d'animalité, elle est pensée de façon double. C'est-à-dire qu'il y a certaines figures du sauvage avec lesquelles auquel on peut attribuer une animalité presque humanisante.
C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans la littérature orale des métamorphoses homme-animal qui maintiennent le sauvage du côté de l'humain. Par exemple, il y a certains récits des récits étiologiques sur l'histoire de l'ours qui racontent comment l'ours est né. Et on dit, ben voilà, l'ours est né, en fait, c'est la Vierge qui un jour se promenait, amenait Jésus au temple. Et en amenant Jésus au temple, elle rencontre sur son chemin un homme qu'on décrit un peu comme sauvage, pour imaginer un bûcheron, un homme du monde du sauvage. Et cet homme se met à grogner devant elle, devant eux, et l'enfant se met à pleurer. Et la Vierge lui dit, ours tu es, ours tu seras, ours tu resteras. Autrement dit, tu te comportes en animal, animal tu vas être, animal tu vas rester. Et c'est ainsi que l'on raconte le récit d'origine de l'espèce ours. Ça m'intéresse pourquoi ? Parce que là, on se rend compte que d'une part, on peut imaginer dans le rapport homme-animal des métamorphoses, et donc des passages entre les deux registres, d'une part, d'autre part, qu'on reconnaît à certains animaux une humanité, ou en tout cas, ils représenteraient une animalité assez humanisante, ou une façon de parler de l'animal, ou un animal avec lequel on peut échanger. Et d'ailleurs, souvent on dit de l'ours qu'en fait il continue à comprendre le discours de l'homme, le langage des hommes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il se débrouille plutôt bien dans la façon de s'en sortir. On retrouve également, notamment autour de cette figure-là, de l'animalité, un sauvage en la personne de l'ours avec lequel on peut imaginer des relations qui sont productives. On peut, par exemple, si on va du côté du conte Jean de l'Ours, on peut imaginer la production d'un petit homme, d'un petit ours, en la personne de Jean de l'Ours, qui est un hybride, précisément mi-ours, mi-homme, avec la force de l'ours et l'intelligence de l'homme, de la femme, là en l'occurrence. Et donc, on attribue à cette espèce d'animal une relation qui produit quelque chose, dont l'échange avec cette espèce produit quelque chose, c'est-à-dire nous inscrit dans une filiation intergénérationnelle de cette union hybride. En revanche, il est d'autres espèces, toujours du côté du sauvage, qui ne disent pas cette animalité humanisante, ou bien la part d'animalité de l'homme, comme avec l'ours, qui diraient plutôt la part du bestial de l'homme, et qui sont souvent des espèces avec lesquelles, lorsqu'on rentre en échange, il n'y a pas de production. C'est un échange qui s'annule, qui fait retourner l'homme dans un ventre. C'est très précisément ce que personnifie toute la famille des grands dévorateurs, avec évidemment comme figure princeps le loup, mais on pourrait dire les garous, les croque-mitaines et tout ce qu'on veut. Donc finalement, peu importe qu'on ait besoin de figures réelles ou imaginaires, je pense qu'il y a un moment où disons, la dimension symbolique du rapport homme-animal permet de dire quelque chose de la part animale de l'homme dans sa construction psychique, sur un champ pulsionnel, avec une forme de registre pulsionnel qui va vers nous mettre en mouvement et nous inscrire dans du transgénérationnel. Et puis, peut-être une autre forme d'animalité de l'homme, qui, elle, est totalement dans la régrédience, dans la régression, et qui va annuler tout échange. C'est le cas dans toutes ces figures qui personnifient un avalement, une dévoration, qui nous font retourner dans un ventre, type le loup de Chaperon Rouge, hein, qui doit effectivement à un moment donné choisir son bon chemin. Et il me semble que dans la construction psychique, pour notre construction psychique, l'enfant a besoin de penser le champ du pulsionnel s'exprime aussi
par rapport à de la dévoration, du danger, quelque chose qu'on doit maîtriser ou pas, qui nous est extérieur ou pas, et que finalement ce monde des dévorateurs, que sont les prédateurs, imaginaires ou pas, nous permettent de verbaliser, rationaliser des angoisses qui sont propres à voilà, ce que Homo sapiens sapiens, pas toujours très sapiens, est. Et donc, en fait, ce registre-là, psychique, doit pouvoir être verbalisé pour se transformer en peur et pour qu'on puisse en jouer. On sait bien combien les enfants adorent jouer à Louis-tu, m'entends-tu, et les trois petits cochons, et voilà. Donc, pour pouvoir jouer avec des peurs, il faut pouvoir, à un moment donné, avoir des figures imaginaires ou réelles qui permettent de penser ces peurs. Et il me semble, ou en tout cas, c'est ce que moi j'ai trouvé grâce aux travaux des premiers psychanalystes, que tout ce qu'ils pouvaient développer, éclairer dans la construction psychique du sujet, permettait peut-être de dire quelque chose de la façon, ou des façons, parce qu'elles sont plurielles, que nous avons de penser notre rapport à l'animal. Et il me semble que le sauvage, là, de ce point de vue-là, est assez emblématique. Et on voit bien comment, dans cette grande famille de dévorateurs, on a vu, il y a des ordinaires, il y a des monstrueux, il y a des... Bref, mais qu'en tout cas, la figure du dévorateur, elle nous est utile pour penser, voilà, ce passage du dedans au dehors. Alors, bien sûr que moi, j'ai eu conscience qu'en allant travailler sur des frontières liminales de mon champ disciplinaire, bon, voilà, c'est toujours un petit peu marécageux. Néanmoins, il me semble que c'est intéressant de pouvoir faire un pas de côté et se décaler pour voir comment d'autres ont approché ce qui, chez l'homme, ne se maîtrise pas, ou ses forces pulsionnelles, pour arriver peut-être à comprendre ou à avoir d'autres outils pour réinterroger des matériaux de notre rapport à la nature, de notre rapport à l'animal, parce que, encore une fois, là, on est de nouveau du côté de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. En fait, à travers la permanence de ce que je disais tout au début de notre entretien, de ces croyances comme ça qui perdurent, finalement, pourquoi ça perdure? Parce qu'on a tellement besoin de ça pour penser quelque chose de nous. Donc, on sait très bien que les loups ne mangent pas les hommes. Mais peut-être qu'on a un peu besoin de croire à quelque chose d'une forme de dangerosité, d'une forme de... Parce qu'on reconnaît peut-être notre propre animalité dans ces figures du sauvage. Et je crois que je ne vois pas comment on pourrait faire fi de cette dimension-là, qui certes n'est pas consciente. Et c'est en ça d'ailleurs que très souvent mes collègues me disent « Mais enfin Sophie, on s'intéresse au comment et pas au pourquoi ». Oui, moi je veux bien, mais enfin bon, il me semble qu'une fois qu'on a dit comment, on a un petit peu encore le pourquoi qu'on a sur la langue. Et donc arriver à comprendre pourquoi ces figures, voilà, se représentent à nous de façon tellement récurrente, je pense que c'est une question qu'en tant que chercheur, même si elle est dérangeante, compliquée à traiter, et je ne prétends pas du tout l'avoir traitée de façon particulièrement clairvoyante, mais il me semble qu'on doit s'interroger là-dessus, voilà, sur qu'est-ce qui est le propre du sauvage. Et il me semble que le sauvage, c'est aussi notre champ pulsionnel, c'est aussi ça dont il est question, quand on dit sauvage. Alors, penser l'avenir du sauvage, je pense que pour penser l'avenir du sauvage, ça nécessite là pour le coup, de repasser par de quel sauvage s'agit-il. Peut-être pas tous de les revisiter, quoique. On peut dire d'abord, voilà, il me semble que on n'en aura jamais fini d'un sauvage ordinaire. Parce que on a besoin de pouvoir
imaginer une catégorie pour penser le non prévisible. Le non prédictible est peut-être quelque chose qui a à voir avec une forme de dangerosité. Donc ça, je pense que quand bien même les figures de ce sauvage ordinaire changeraient, je ne crois pas qu'on en inventera. Je ne pense pas qu'on n'en inventera pas d'autres. Continuer à fabriquer du sauvage du troisième type, dans le sens de une argumentation qui irait vers une sauvegarde de la biodiversité. Voilà, on va continuer à faire ce qu'on faisait, peut-être avec d'autres espèces, mais en sachant, je pense malgré tout, qu'on est bien dans un sauvage du troisième type. Ce qui me semble, à mon avis, intéressant à creuser aujourd'hui, c'est plutôt la fabrication des hybrides. Et je pensais à ça, évidemment, autour de ce qu'on voit en Espagne, qui est des hybrides chiens-loups, par exemple, avec ces chiens errants qui se reproduisent avec des loups. Alors, pendant longtemps, on a dit « mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas ». Bon, jusqu'à ce qu'effectivement, les scientifiques puissent valider cette question. On ne sait pas s'ils sont stériles ou pas stériles, ces petits... Bon, bref, mais en tout cas, voilà, on sait que ça existe. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir travailler sur ces hybrides-là, qui sont de fait pour moi des figures du sauvage, par le fait même qu'ils créent une catégorie qui est souvent pensée comme une catégorie intermédiaire, mais rarement une catégorie presque ontologique. Et peut-être que cette catégorie, elle est en train d'émerger plus que la façon dont on l'a traitée jusqu'à maintenant. Je pourrais le dire de différentes façons. Pour avoir travaillé il y a quelques années sur des éleveurs d'oiseaux, on les appelait les éleveurs d'oiseaux non domestiques. Et ces éleveurs, qui étaient des amateurs, qui vivaient dans des zones minières, puisqu'on savait qu'on descendait des canaris dans la mine pour détecter les coups de grisou, eux, évidemment, voilà, avaient un élevage au fond du jardin d'oiseaux et se plaisaient beaucoup à faire reproduire ces oiseaux. Et en travaillant avec eux, souvent, ils me disaient sous la forme de boutade, « Nous, de toute façon, on fabrique les oiseaux que le bon Dieu n'a pas fait, qu'il a oubliés. » Voilà. Aujourd'hui, certains d'entre eux, qui élèvent des oiseaux un peu plus compliqués à élever, des frugivores, des insectivores, disent on est d'une certaine façon les détenteurs du bagage génétique de toutes ces espèces protégées en voie de disparition. Bon. C'est intéressant de s'intéresser à cette catégorie-là, parce que c'est quoi ça? C'est du sauvage ordinaire, c'est du sauvage du troisième type, on sait qu'il y a de l'hybridation, on sait que le serin qui existe dans nos cages n'existe pas dans la nature. Donc, bon, il me semble que là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir dans et le rapport à nature en tant qu'environnement, biodiversité, et puis fabrication de quel type de sauvage on a envie, du coup, auquel on a envie de s'intéresser. Donc, je pense qu'on n'en a pas fini avec cette variation de sauvage, mais je pourrais dire aussi que sur un autre plan, pour revenir à peut-être un sauvage plus pulsionnel, plus psychique, plus symbolique, je pense que quelle que soit la figure que l'on prenne, les enfants, il suffit de les regarder jouer, ils passent leur temps à s'inventer des dévorateurs et des sauvages. Donc, je crois que celui-là, il est loin d'être en voie de disparition et d'avoir dit son dernier mot. Si on est loin d'en avoir fini avec le sauvage, on est sûrement, peut-être qu'il s'enrichit de différentes modalités de fabrication qui auront des usages différents. Et pourquoi pas fabriquer un sauvage en ville qui ne sera pas ordinaire, mais qui sera du troisième type. Parce que le sauvage en ville ordinaire, voilà, on sait, il y a des renards dans les tunnels de nos métros, du jardin de Versailles, etc.
bah, peut-être qu'un sauvage de troisième type, voilà, en ville, ce serait intéressant de se poser la question. Donc, il me semble que on ne peut pas penser la domestication, en tout cas sans penser la question du sauvage, et on ne peut pas penser la question de la biodiversité sans à un moment donné se demander comment et sur quoi on met le focus. Donc ce sauvage, je pense qu'il nous colle à la peau, quoi. Il est intrinsèquement humain.